La force d'une société, c'est les connexions créées au-delà des différences. Se connecter nous fait grandir en tant qu'individus et nous transforme en tant que collectivité. Ensemble, on est plus solide. C'est ce qu'on fait de mieux. C'est ce qui nous pousse à aller toujours plus loin. Car les connexions, c'est ce qui rend notre monde plus fort. On connecte, on accepte. Fierté littéraire reconnaît que nous sommes des invités sur cette terre. Nos activités se déroulent sur le territoire non cédé de Tchadjogué, renommé par les colons blancs, Montréal. C'est la nation Kanien'kehá:ka qui en est le gardien. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et non autochtones. En tant qu'organisme voué à la justice sociale et à l'entraide, il est crucial de connaître les conséquences passées et actuelles du colonialisme. Nous encourageons tout le monde à apprendre davantage sur l'histoire de ce territoire et à soutenir la résistance autochtone ici et ailleurs sur l'ensemble de ce qu'on appelle l'île de la Tortue et que nous appelons l'Amérique du Nord. Nous appelons tous, toutes et tous à aller au-delà du discours et de s'orienter vers la réflexion dans un premier temps, puis vers l'action individuelle ainsi que collective, avec, par et pour les peuples autochtones. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Fierté littéraire. Ce soir, nous vous présentons l'événement Transport littéraire et voici Pascal Cormier. Bonsoir, bienvenue à cette soirée inaugurale de Transport littéraire. Alors, c'est un événement qui est consacré aux auteurs-autrices trans et non-binaires. Et c'est une première, c'est présenté par Fierté littéraire à la demande de Fierté Montréal. Alors, on les remercie infiniment. C'est une première et comme l'animateur prévu a dû se désister, je le remplace au pied levé. Alors, on va improviser pas mal, donc je vous remercie d'avance pour votre indulgence. Pour cette première édition, j'ai vraiment des autrices formidables à vous présenter. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec José Claire. José Claire est un auteur de l'Outaouais que je ne connaissais pas, je dois l'avouer. C'est une très, très belle découverte. C'est vraiment impressionnant, son dernier recueil. Ça s'appelle Mordre jusqu'au sang dans le rouge à lèvres. C'est un très beau titre. Et il y a l'auteur de 8 livres, dont un recueil de nouvelles, Sortilège de l'œil, qui a récolté une mention spéciale du prix littéraire de droit. Et il y a l'auteur de 4 recueils et 3 romans. Donc, une belle découverte. Alors, bon, mais sans plus tarder, je vous le présente, on va écouter sa poésie. Mon corps va casser à force de ne pas m'entendre, dit le garçon qui a porté un crabe dans son ventre. Il a des seins comme des accidents de terrain, des mains catiminies qui parlent bijoux et rubis du bout des ongles. Je connais sa beauté par cœur. Elle fait 360 degrés autour de moi. C'est mon décor d'urgence. On entre chez lui par la sortie de secours. Dans le jardin, des pianos à queue font la bête à 2 dos. Il y a des pyramides de livres écrits dans la langue des chevaux de manège. On charabia tout l'après-midi. On mange du gâteau aux ampoules avec une cuillère qui a l'habitude de creuser la mémoire de droite à gauche. Peut-être qu'il est vegan, peut-être que je suis juif. Nos enfances ont gardé intact leurs signets aux pages des cauchemars d'inceste indigeste. Et quand la nuit souffle la dernière chandelle, que le silence se répand comme une idée noire, on frotte nos sexes allumettes pour mettre le feu à nos solitudes jumelles. Si je suis gros, c'est pas parce que je mange mes émotions. Au contraire, je les vis à 200 orgasmes à l'heure, à en user à vif mon clito. Je leur mets des zippers, des colliers de chien pour retarder l'implosion. J'en suis l'orfèvre et ne leur laisse sur la peau que la quintessence. La libido grimpe comme le mercure dans mon corps thermomètre. La jauge à indécence indique la limite entre la solitude et la sollicitude. Mon sexe est un gynécée.
Entrer en amour avec moi, c'est entrer en vocation avec le désordre. Mes mains qui sculptent des cathédrales phalliques, avec les confessionnaux à masturbation, le théâtre de la messe, avec dans le calice le BGB qui m'insère et l'hostie double de mon hymen. Je jouis, comme les enfants désobéissent à la réalité. Et sur le crucifix, le Christ en érection est plus gros que moi. Croyez-vous qu'il mange ses émotions? Merci. D'accord. Bonjour José, alors j'espère que tu vas bien. Bonjour Pascal. Oui, très content de te parler enfin. On s'est parlé par courriel depuis quelques jours. Écoute, j'ai lu un peu sur ton œuvre, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et une première question qui me vient à l'esprit, tu te réclames de l'influence de Jean Cocteau et Denis Vanier. Ça, c'est une combinaison qui est vraiment pas banale. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Est-ce que tu veux que je te parle de mon dernier recueil de poésie, Mordre jusqu'au sang dans le rouge à lèvres? Oui, absolument, oui. Merci. Voilà, c'est mon 8e livre, mais le premier coming out que je fais littéraire. Il a bien fallu s'y rendre parce que justement, le correcteur de la maison d'édition L'Interligue ne comprenait pas pourquoi certains textes, certains poèmes commençaient avec un E muet parce que je parlais de moi au passé lorsque j'étais une fille, et pourquoi dans le même poème, je parlais au masculin. Ce n'était pas une faute de français, seulement une faute de la nature que j'ai fait corriger avec quelques opérations. Alors justement, ce que je veux faire dans la vie, c'est d'écrire, c'est d'être poète, et j'essaie de donner de l'émerveillement aux gens, de les surprendre. Puis quelquefois, ils vont tomber sur le cul, puis quelquefois, ils vont être culbutés dans le cosmos. Juste, je leur demande d'être intelligents, d'être ouverts d'esprit et de se laisser aller à la pure joie de la découverte de mon univers et aussi d'eux-mêmes à travers ce cheminement-là. Qu'est-ce que tu veux communiquer avec ton écriture plus spécifiquement? Tu parles de sexualité queer, entre autres? Oui, en fait, c'est très simple. Tant que j'étais une fille, ça veut dire jusqu'à 30 ans, j'avais un corps de fille. Je ne me voyais pas avoir aucune sexualité puisque j'avais une dysphorie de genre. Et maintenant, depuis 1995, j'ai un corps de gars, mais je suis un grand parleur et un petit faiseur. Simplement que j'écris ce que je ne peux pas vivre, ce que je ne me donne pas la permission de vivre encore, mais toutes les sphères de la sexualité m'intéressent dans toutes ses dimensions. Ce que je veux dire, c'est que j'ai écrit des romans avant Mordre jusqu'au sang. Et le premier, et c'est Nu un dimanche de pluie, où j'explorais la forme lesbienne. Dans le deuxième de mes livres, c'était la pédophilie incestueuse. Et je continue comme ça à explorer toujours sans me mettre à l'intérieur du verbe mettre, mais avec un verbe sans verge. Et j'écris tout simplement tous ces avatars que je pourrais être sans risquer la prison, sans risquer le scandale dans les journées du Québec, juste avec le pur plaisir de mettre en scène et non de mettre en scène des personnages qui me ressemblent. Est-ce que tu trouves ça difficile d'être trans en 2020 au Québec? Et je trouve difficile de te faire accepter comme trans, comme personne trans. Ben, en fait, non, pas du tout. Lorsque j'étais à Mont-Laurier, je viens de Mont-Laurier, ma mère m'a simplement dit lorsque ça commencera à paraître, t'es dehors. Alors, dehors de la ville, tout simplement, lorsque je me suis rasé la face la première fois, et là, j'ai compris tout simplement que je ne pouvais pas faire ma vie à Mont-Laurier. Et je suis partie pour l'Outaouais, Ottawa. Et je n'ai jamais eu de problème de discrimination. Ça arrive parfois dans des grandes surfaces qu'on m'appelle madame parce qu'on entend ma voix avant de voir mon corps. Mais c'est tout simple. Je n'ai jamais eu de discrimination au travail et tant mieux pour moi. Il y a des employeurs qui ont su que j'étais trans parce que je l'ai dit et d'autres non et qui, j'imagine, ne s'en sont même pas doutés. Oui, bien, effectivement. Moi, je trouve que même par ta voix, c'est pas si évident que ça.
Non, mais on est monsieur et madame tout le monde. J'aime pas cette phrase parce que je me considère très originale et unique au monde, comme tous les êtres sur cette terre. Mais je veux dire, je crois qu'on passe inaperçu, tout simplement. On est des êtres humains, point à la ligne. Oui, absolument. Absolument. On est à peu près de la même génération, toi et moi. Tu es né en 1963. Je suis né en 62, alors je suis juste un peu plus vieil que toi. Vous êtes né en 62, Pascal? Oui. Donc, vous êtes tigre dans le signe chinois. Oui, absolument. Et moi, je suis chat, un tout petit minet. Donc, on est des félins. Je me demandais, bon, évidemment, dans les années 60, c'était pas évident. Quand et comment as-tu amorcé ta transition? La transition s'est faite dans ma tête en premier. J'ai découvert que j'étais un garçon à peu près à 8-9 ans. Et pour moi, c'était très clair que c'était dangereux de le dire. Je me suis dit simplement, ça a été une épiphanie en revenant de la classe d'éducation physique. Et je me suis dit, je suis un garçon. La maîtresse d'école le sait, mais c'est dangereux que les gens le sachent. Ah oui. Alors, j'ai complètement tué cette personnalité-là en ne portant que des robes, que des rubans dans mes cheveux longs. J'étais vraiment le stéréotype de la petite fille modèle. Et j'ai grandi avec ce stéréotype-là, ne pouvant pas exprimer ma masculinité et que j'avais un excès de poids et une poitrine 44 DD. Je me suis dit, et toujours à Mont-Laurier, qui est une ville de moins de 10 000 habitants, que j'allais être un travesti. Alors, tout simplement, je mettais énormément de maquillage, des mini-jupes en cuir, et je me promenais comme ça en plein après-midi dans Mont-Laurier. Et lorsque des hommes se retournaient sur mon passage, ce qui me plaisait, j'avais envie de les dérouter en prenant la voix la plus basse que j'avais pour qu'ils comprennent enfin que derrière le déguisement dont je m'habillais tous les jours, il y avait bel et bien un homme. Oui, c'est vraiment intéressant. Tu dis que tu es passé de dentelle à dentelle. Est-ce que ça a un rapport avec ça? Oui. Oui, tout simplement parce que justement, ma personne fétiche, c'est Jean Cocteau. J'adore son univers et ma mère me l'a fait découvrir très tôt par les films qu'il avait fait en France, comme La Belle et la Bête ou Le Testament d'Orphée, avec le personnage de Jean Marais. Et moi, je trouvais Jean Marais extrêmement bel homme. Et ma mère a crevé mon rêve en disant que Jean Cocteau était poète et que c'était une tapette. C'est ce qui se disait dans les années 60-70. Alors, je me suis dit que pour avoir Jean Marais, je devais devenir un poète et être gay. Alors, pour l'instant, je suis un poète, je suis gay et Jean Marais est décédé. Mais j'imagine qu'il y a encore de très beaux jeunes gens sur la planète. Oui. Et il y en a présenté si vous en connaissez, Pascal. Et surtout, les jeunes gays d'aujourd'hui ont beaucoup moins peur de s'afficher qu'à l'époque de Jean Marais et Jean Cocteau. Tout à fait. Et tant mieux parce que la société a vraiment évolué. Mais il a fallu vraiment aussi des coups de butoir et des coups de pied au cul que tout d'un coup, on soit reconnu comme étant là, comme étant une force de parole dans l'agora sociale. Oui, effectivement, on est un peu des pionniers dans ce sens-là. Bon, mais mon Dieu, je pense qu'on a un peu fait le tour. Je voulais te demander, lequel de tes livres tu recommanderais à quelqu'un qui voudrait découvrir ton œuvre? Je dirais à l'abattoir des anges. C'est un recueil poétique, un récit poétique que j'ai écrit il y a quelques années à peine et qui met en scène un trans qui est serial killer. Alors, ça se passe dans l'avenir, c'est une dystopie. Et voilà, ça se passe dans un autre siècle après la bombe nucléaire où ce serial killer qui est trans va voler les âmes et les hymens des jeunes vierges pour les troquer contre des livres parce que les mots sont interdits de son côté de la frontière. Je crois que ce serait le livre le plus vrai de moi qui pourrait être mis entre les mains des lecteurs. Ah, ben, je vais le rajouter à ma pile de lecture prochaine, c'est garanti.
Alors, je te remercie infiniment, José Claire. Ça a été très intéressant. Merci, Pascal. Et désolé pour le son, mais j'ai essayé de deviner entre les gaps du silence les mots que tu pouvais dire. C'est les limites de la technique. On se débrouille avec les moyens du bord, c'est pas grave. Ben, Merci beaucoup. Tu as été très généreux. Ça a été un grand plaisir. mais je suis très fière et très heureux que vous m'ayez invité, Pascal. Bonne journée. À vous aussi. Merci. Alors, ma prochaine invitée, elle est en live. Je ne peux pas la présenter comme si je ne la connaissais pas, parce que c'est ma sœur, en quelque sorte. C'est ma sœur d'élection. Je l'ai connue par sa poésie. Et elle a joué un rôle fondamental pour moi dans ma transition. C'est elle qui m'a, en quelque sorte, donné l'impulsion dont j'avais besoin pour m'assumer comme femme trans. Et sa poésie m'a tellement subjugué qu'elle est pour moi une grande influence, réellement. Mon écriture a changé à son contact. Alors, c'est plus qu'une amie, c'est quelqu'un que j'admire profondément. Et ça me fait grand plaisir de vous présenter Pascale Bélubé. J'écris sur Facebook qu'en mois prochain, je vais avoir X ans. Je ne veux pas m'identifier à un âge précis, alors j'utilise le X. Je pense que je peux être une de ces filles qui n'iront jamais, comme l'image colorée d'une jeune femme au teint figé accrochée à un mur sur lequel la vie ne s'attache pas. Une amie me demande « Es-tu lionne, Bella ?» Et je réponds que si, et que c'est sûrement pour ça que je me sens souvent comme une tragédie. Un certain sens du grandiose. Les lions ont ça, je pense. Les lions, on les imagine ici. Ils déposent des documents sur des tables et la bouche des hommes tremble. Ils font claquer toute leur présence comme une poigne de talons sur la céramique, comme la trace de leur pouvoir au cou des messieurs bien cravatés. Ils écrivent tard la nuit et les cuisses ouvertes. Ils ont montré l'origine de leur mal, de pourquoi ça gratte, même quand elles voudraient, elles nous être des douces, des sables, des gentilles sur qui on déposa toujours les meilleurs mots comme jolies, précieuses, bijoux, sœurs et bonhommes. Je ne fais rien à part ouvrir et refermer la croix en néon rouge qui laisse au mur du salon et prendre des selfies. J'ai l'impression que mes cheveux sont un peu plus roux, pas rouges, juste un peu plus cuivrés. Les possibilités ne veulent pas de moi, mais je suis bonne pour mentir. C'est ce qui arrive aux fruits dont les os ne touchent plus trop à la chair, un léger renoncement. Tout est possible à ce moment. Je note. Mes ongles ont poussé d'au moins 5 cm dans les dernières semaines. Je prends des photos de mes mains que je poste ensuite sur Facebook. Je réalise à quel point c'est stupide de vouloir s'enfermer pour ses ongles. Les lianes sont vaniteuses. Peut-on être vaniteuse et détester sa présence physique à la fois? J'aimerais un corps qui me permette, quand ça m'arrange, quand ça me plaît, que je vais sortir dehors et être heureux juste assez longtemps, de me replier sur l'idée de ma présence comme un rideau fin qui va cacher mes trilles. Je porte mon corps comme une fille qui porte un costume d'avant-garde pour une séance photo. Un complexe structuré, mais toujours un peu mou, et trop grand dans lequel on se sent petite. On découvre une épaule ou une main. C'est joli, ça évoque ce qui est intriguant de la nudité, mais ce n'est pas à nous. Je ne suis pas une lionne. Je suis sur Internet et je Google cherche femme lionne. Je lis des mots comme tapis rouge, glamour, généreuse, charismatique, confiance en soi. La femme lionne a l'air d'une magnifique sociopathe et d'une femme très triste. Quand j'étais adolescente, je me suis recouvert le visage de baume pour les lèvres parce que je voulais prier. J'en ai eu pour des semaines avec ça, avec mes doigts ou une pince à pied, les restes de peau morte, vaguement brûlés par les produits chimiques du baume blessé à la surface de mon front de mes joues. Jocelyne Wildestein est une mondaine américaine d'origine suisse qui a subi plusieurs chirurgies pour avoir une apparence plus féline. Son visage est une grosse pièce de glaise de terre cuite sur laquelle on a tracé de petits yeux fins tirés vers l'arrière une immense bouche. J'imagine la tête de Jocelyne Wildestein sortir du noir et me regarder. Elle me dit « Je me sens belle ».
Je me regarde dans le miroir et j'aime ce que je vois. J'ai exactement ce que je voulais. Merci. Merci beaucoup, Pascal. J'avais pas vu cette publication. Oui, je vais juste rajouter, si les gens veulent lire l'entièreté du texte, c'est possible de l'acheter pour 1,99 sur le site des éditions La Mèche. Donc, Tu m'as réservé l'exemple. Alors, ben justement, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton processus de création. Ce qui t'inspire, ce qui t'influence. Oui, en fait, je crois qu'il y a eu une évolution. Quand j'ai commencé à vouloir écrire, j'étais pas influencé par des femmes comme Elise Soucott ou Caroline Georges. Puis, par la force des choses, puis j'ai connu ma transition qui est comme une période en même temps. Mon écriture est comme devenue plus un cri du cœur. Ça m'a pris beaucoup d'années à sortir de ces pièges-là dans lesquels j'étais prise. Puis revenir à un questionnement, à des questionnements, à un discours qui était plus près de moi, en fait. Pas juste dans ce cri de souffrance nécessaire à l'époque, mais qui est devenu loin de moi avec le temps. Puis, tranquillement, je suis revenu à des questions plus autour de l'intime du corps, de l'aspect aussi domestique, le sentiment aussi de ce rapport d'étrangeté vivant, être dans un corps. J'ai lu le politique Le Palace Blanc qui est publié dans le numéro 164 de la revue Moebius, où est-ce que je me mets en scène comme une femme qui fait des téléphones roses, du téléphone érotique, à cause que l'été passé, j'ai eu cette espèce d'idée-là de faire du téléphone érotique. C'est devenu une obsession d'être payé pour avoir une voix et pas de corps. J'ai commencé à brûler autour de l'idée de cette voix-là qui n'existe pas en dehors de ça, de l'aspect comme vocal, mais qui n'est pas dans le physique. J'essaie toujours de garder mon pratique très informée par d'autres pratiques. Donc, les arts visuels spécialement, la performance, j'ai beaucoup influencé par des femmes comme Anna Abramovich, Sylvie Schumann ou Andrea Marie Marshall qui travaillent toutes sur la parole complexe avec le féminin, avec la mise en scène de soi. En gros. Oui, ben, c'est très présent dans ta poésie d'ailleurs. J'ai toujours été frappé en fait par ta façon de transcender la pop culture, d'avoir une très vaste culture, tu connais à peu près tout. Et puis, c'est comme si tu te les appropriais, en quelque sorte. Tu en fais quelque chose qui t'appartient. Oui, ben, l'aspect pop culture est devenu moins présent. Je sentais que c'était un peu une prison bon d'être dans cette espèce de littérature-là, du name-dropping de bandes de référence de culture pop. Ouais. Je me sens plus à l'aise dans quelque chose qui est plus limite éthéré par rapport à ces références-là. Ouais, ok. C'est beaucoup aussi la question de. On parlait de s'approprier les choses. Cette idée de sexualité des femmes, devenir une autre femme ou être une femme, puis devenir cette femme-là, ce sentiment-là d'emprunt, de présence. C'est une question qui me fascine beaucoup, puis sur laquelle je travaille. J'ai une suite encore dans mes bus, le prochain, le 165, qui s'appelle Statement Peace, qui parle d'être une femme qui veut chercher l'amitié parfaite pour se fondre un peu dans cette autre femme-là, puis devenir juste. Ben, c'est cette fascination-là, c'est sur les textures, sur les reflets, le verre, la réflexion, tout le côté épidermique, texture, tout ce qui est. Oui. Est-ce que tu dirais que la poésie devient plus incarnée dans l'écriture? Oui, j'imagine que ça a toujours été comme ça, sauf que on est comme un peu des serpents, on finit toujours par se débarrasser d'une peau, puis depuis que j'ai commencé, j'ai 37 ans, j'ai commencé à écrire à 25 ou 26 ans. Puis depuis ce temps-là, je crois que j'ai perdu beaucoup de peau. Puis présentement, je pense que je me suis jamais aussi senti près de ce que je suis que dans ce que je fais maintenant. Okay.
Mais j'ai beaucoup comme tranché, coupé beaucoup de trucs qui étaient juste des performances de ce que je pensais être, soit ce que j'étais, ou soit ce que la poésie devait être, ou ce qui était cool. Bon. Oui, ben en fait, incarner, c'est probablement pas le bon mot. C'est plus dans le regard qu'on porte sur toi. Je pense que. Je me sens plus près de. Il y a une évolution. Au début, tu disais que tu faisais beaucoup de la poésie de trash. Oui, ben, c'est arrivé un peu par erreur. Je veux dire, pour moi, c'était un passage. J'aime pas la formulation, c'est un peu cliché, mais c'était un passage plus qu'une destination. Je suis pas trash dans la vie, puis comme j'ai été influencée par des femmes comme Mélissa Scott ou Caroline Georges qui font pas du tout dans le trash, mais par la force des choses, puis le besoin d'exprimer des émotions qui étaient trop fortes pour moi, ça a été comme un passage, mais ça n'a jamais été une finalité, ça n'a jamais été « oh, moi je fais du trash, je veux comme être perçue comme une autrice du... Est-ce que tu as comme un besoin de provocation? Probablement. À l'époque, c'était peut-être pas conscient, mais en vieillissant, je pense que j'aurais un peu un désir de s'ouvrir des codes, de bon jouer avec des... Mais c'était moi dans le moment, mais c'était pas moi à long terme. C'était pas une vocation de... Ouais, ok, je comprends. C'était une façon d'entrer en littérature. Pour moi, tu es vraiment un cas parce que tu as quand même acquis une grande crédibilité comme poète, sans nécessairement avoir des titres chez des éditeurs connus, mais en fait, par Internet et tout ça, il y a de plus en plus de gens qui lisent, beaucoup d'intérêt. J'ai été chanceuse. À part les publications dans Moebius, puis la Québécoise aussi, à l'automne, un numéro spécial consacré aux autoristes. LGBTQA+, il y a d'autres projets qui s'en viennent. C'est une longue gestation, mais tranquillement, on y arrive. Ah ben, jamais t'inquiète, as-tu l'impression parfois qu'on cherche à te ghettoiser comme une heure trans? Est-ce que ça te passe? Oui, ben justement par rapport au texte, au fragment du texte que je viens de lire, il n'est pas du tout question d'être une femme trans. Puis il y a un homme qui a fait une petite critique de différents des textes. Puis pour moi, on parlait de transcendance, de transfiguration, et je me disais où exactement la transcendance est là-dedans. Puis pour moi, j'ai l'impression que des fois c'est un peu, j'ai pas ça un manque d'intelligence, mais un manque de curiosité de lire. Puis tu sais, quand je parle d'écriture du corps plus intime, oui, je suis une femme trans, mon corps est un corps de femme trans, mais mon intimité, mon rapport au corps ne s'arrête pas au fait d'être trans. Puis il y a ce côté-là comme un manque de... C'est un peu une ghettoisation, c'est comme tout ce que je faisais, même si c'est pas mal, devient une excuse pour parler du fait d'être trans. Puis mon point, c'est que je ne relie pas le fait d'être trans pour vouloir en parler, sauf que si j'en parle, ça va être dans un processus de création, pas dans un processus d'éducation nécessairement. Je suis une créatrice avant tout. Si je vais éduquer les gens, je vais faire ça sur Facebook, mais sur ce que je travaille, c'est pas pour éduquer, c'est un processus de création. Puis c'est important de mettre des balises et de dire que. Oui, tu joues beaucoup avec ton image aussi. Et en parlant d'image, c'est aussi une excellente dessinatrice. Oui, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie, que j'ai mis un peu de côté. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je prends mon temps. Je veux dire, c'est sûr que l'écriture est comme centrale dans ma vie, mais justement, ce rapport-là que mon dessin et aux arts visuels est toujours... je trouve autant d'inspiration justement dans mon corps qu'à travers justement les textures ou des œuvres d'art visuel. Il y a quelque chose d'intéressant à chercher comme ces textures-là dans le visuel, ces impressions-là un peu floues, puis les transposer dans le travail d'écriture. Oui, je comprends. Ouais, de toute façon, l'écriture poétique, ça demande du temps.
prendre son temps. Et il peut être complètement recueilli dans le... Faut pas la quantité. Il vaut mieux choisir un bon recueil. Ben voilà. Une trentaine de recueils qui sont un peu. On peut mettre ça, effectivement. Alors, tu as publié dans l'histoire, Moi et plus. Est-ce que c'est difficile de faire sa place comme écrivain, plus spécialement quand on est France? J'ai juste parlé pour moi. Ce que c'est difficile, j'ai envie de dire oui et non. C'est que je me suis fait une place, mais ça a pris du temps justement avant de me défaire de ces stigmates-là qui étaient comme pris sur moi. Ouais. J'ai des propositions pour, avec des maisons d'édition, sauf que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui sont peu frileux, qui vont prendre une personne trans, mais qui ne veulent pas devenir des éditeurs des gens trans. Je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais. Ou est-ce que ça va vendre? Est-ce qu'ils vont juste parler du fait d'être trans parce qu'on pense qu'il y a ce côté-là un peu hypocrite dans le milieu littéraire, je pense qu'on a besoin de dénoncer puis de déconstruire un peu. Puis de... En fait, avant d'être des écrivains trans, on est des écrivains trans. C'est ça, je pense qu'il y a une mauvaise volonté, une mauvaise foi d'avoir peur de publier plus de gens trans. Puis pas nécessairement dans des collections ou des maisons d'édition qui sont seulement pour eux, même si c'est hyper nécessaire, qu'il y en a aussi. Mais ça vaut pour n'importe. Je veux dire, ça vaut pour le fait d'être un auteur racisé, ça vaut pour le fait d'être un auteur gay. Il y a ce côté hypocrite-là, je pense, qui est présent, qui est dangereux. Oui, on parlait de Coco tantôt. Maintenant, tout le monde sait qu'il était gay, mais à l'époque, c'était une chose comme ben écoute, ça a été un immense plaisir. On aurait pu serrer dans le temps, on arrête. Mais on aurait pu parler encore pendant 2 heures comme ça. Merci infiniment, Pascal. Et on va savoir. Alors, quand je disais qu'on était en famille, c'est ma deuxième sœur d'adoption, Gabrielle William Tremblay. Alors, on la connaît parce qu'elle a écrit une page d'histoire en 2017 en devenant la première femme trans en nomination pour un prix écran de la meilleure actrice dans le second rôle. Et puis, moi, je l'ai connue sur scène et on a amorcé notre transition à peu près en même temps. Alors, encore une fois, je ne veux pas croire que je ne la connais pas, c'est une grande amie que j'adore. Et on va l'écouter sans plus tarder, elle est toujours très émouvante. Gabrielle William Tremblay. Je dédie cette lecture à toutes les personnes trans victimes d'intimidation, de discrimination, à toutes mes sœurs et mes frères trans disparus, violentés. Je nous souhaite un monde où est-ce qu'on n'aura plus besoin de faire des manifestes comme ceux-là, où est-ce qu'on n'aura plus besoin de décrire la violence, de l'exposer, où est-ce qu'il y aura juste de la beauté. Quand je parle de beauté, je parle de beauté au pluriel, universelle et unique. Alors ça va comme suit, le manifeste de la femme trans. Dites-moi donc que c'est pas normal d'arriver dans un bar et de saisir notre gorge, d'en inspecter les reliefs pour détecter la possible présence d'une pomme d'Adam. Dites-moi la place que sous l'impulsion de l'alcool et la pression de vos amis d'autres qui vous ont dit que vous n'avez pas un kick sur une femme, mais sur un homme qui s'habille en femme, que dans votre masculinité brisable, c'est la honte qui vous rend obscène.
Dites-moi donc que c'est pas normal que la police débarque au bar avec sa flashlight pour inspecter nos papiers. Que des rires qui s'échappent des uniformes, il y a la terreur de mourir sur place. Dites-moi donc que c'est pas normal d'être considérés comme des criminels. Dites-moi donc que c'est pas normal que dans l'élan des taureaux, les serveuses foncent rouge sur nous en disant qu'on fait honte à la condition de la femme, parce que salope à perruque, on fait que vivre la nuit et il faut toujours se chercher un taxi dans la neige. Dites-moi donc que c'est pas normal de se faire chanter l'amour pour une fois dans sa vie et finalement se faire dire « Tu reviendras me voir quand t'auras ton opération, qu'on essaye ça, ton nouveau vagin. » Parce que c'est vrai que vous êtes les premiers à nous aimer relever de la honte, que notre combat, vous l'avez porté à bout de bras, que c'est à vous qu'on doit notre nouveau sexe, notre nouvelle vie. Surtout pas à nous. Dites-moi donc que c'est pas normal de se faire aimer la nuit entre 2 bières ou entre 2 joints, mais de se faire remplacer par une autre fille dans le jour parce que vous êtes pas sûr au fond, puis de vous savoir heureux un mois plus tard avec. Dites-moi donc que c'est pas normal de pas vouloir se lever quand les médecins nous appellent avec notre ancien nom dans les speakers du CLLC, d'avancer dans l'opprobre, tétanisé par la peur. Dites-moi donc que c'est pas normal de se faire dire « Cache ton pénis, ma belle, si tu veux que je vienne. » Dites-moi donc que c'est pas normal que vous preniez le temps de spécifier que vous n'êtes pas homosexuel si vous couchez avec nous, parce que vous ne vous apprenez rien, puis dites-nous surtout pas que vous l'êtes si vous couchez avec nous. Dites-moi donc que c'est pas normal de se faire dire que vous cherchez une vraie femme pour construire quelque chose. Puis remarquez donc que lorsque vous parlez de femme biologique, vous parlez de légumes. Dites-moi donc que c'est pas normal que des journalistes à large lectorat publient des torchons contre nous pour s'essuyer sur la souffrance des autres. Et dites-moi donc que c'est pas normal que vous pensiez juste et bon et adorable de prendre le soin de nous spécifier quand ça va pas, que finalement c'est parce que vous aviez envie de vous ramasser une femme cisgenre au bar, une femme non trans. Dites-moi donc que c'est pas normal de se faire appeler male to female, MTF, homme-femme, she-male, créature, abomination, aberration. Dites-moi donc que c'est pas normal de pas pouvoir accéder à notre compte bancaire par téléphone parce que notre voix ne correspond pas au genre administratif qui est en attente de changement. Dites-moi donc que c'est pas normal de perdre et notre job et notre loyer parce que plus de job pour le payer le loyer, puis de se ramasser à la rue, puis peut-être même la faire. Dites-moi donc que... Dites-moi donc que c'est pas normal de passer le réveillon de Noël chez nous toute seule. Que chaque Noël soit planifiable dans son suicide. Mais avec des balcons jamais assez hauts, puis nos chats qui comprennent pas qu'on a envie de se suspendre. Dites-moi à la place. Dites-moi à la place. Dites-moi à la place que les personnes trans, on vivra d'amour et que ce sera plus nécessaire de sans cesse à avoir à défendre nos droits. Dites-moi à la place qu'on se fera pas violer,
qu'on mourra pas dans un ravin laissé là, retrouvé 2 semaines plus tard, mégenré même à nos funérailles par des parents qui ont jamais pu comprendre ou qui ont jamais voulu. Dites-moi que c'est possible de vous voir aimer plus loin que la binarité. Dites-nous donc que les femmes trans qui se sont levées ne sont pas mortes pour rien. Parlez-nous d'amour. On en veut. Parlez-nous d'amour. On en a besoin. Puis on le mérite. Parlez-nous de respect, parce que nous sommes dignes. Mais surtout, si vous ne comprenez pas, parlez-nous donc. Salut, oh my god, ça fait longtemps. Ça va bien, toi? Oui, très bien. Alors, tu es en Gaspésie en ce moment? Oui, je suis en direct de la Gaspésie. Je travaille tout l'été dans un gîte en restauration. Puis, je fais des randonnées. Ça fait du bien. Oui, j'imagine. Hein, te ressourcer un peu. Et puis, j'espère que tu vas nous revenir quand même. C'est pour ça de toi. On vient d'entendre le manifeste de la femme trans. C'est un texte qui est très fort, qui est très émouvant. Chaque fois, il me tire des larmes. Et je me demandais, dans ton écriture, est-ce que l'écriture militante est importante pour toi? C'est sûr que à la base, elle n'était pas militante consciemment. Ouais. Mon écriture, quand j'ai commencé, justement, quand on a commencé à faire de la poésie ensemble et à se connaître, j'étais beaucoup plus dans essayer de comprendre ce que je vivais et d'essayer de trouver ma place dans la société et aussi dans ma vie en tant que personne trans. Fait que j'étais beaucoup dans la recherche. Puis c'est avec le temps, quand j'ai joué dans le film Les Révolutions, ceux qui font les révolutions, que j'ai compris l'importance et l'impact qu'une personne peut avoir sur des cheminements personnels de d'autres personnes. Et c'est là que consciemment, mon écriture est devenue beaucoup plus sensible à ce que je racontais et à comment je le racontais. Donc, je te dirais que ça a été une évolution d'à peu près la moitié de mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Et juste par le fait d'être une femme trans, c'est un acte militant et être affiché ouvertement aussi. Donc, pour moi, ça va de pair avec la création. Oui, tout à fait. En fait, ton écriture n'était pas spécialement militante dans tes 2 premiers recueils de poèmes. Tu te livres beaucoup dans ta poésie. C'est souvent très, très émouvant, d'ailleurs. Est-ce que tu nous en parlais un peu? Excuse-moi, j'ai juste pas compris la dernière phrase. Tu te livres beaucoup dans ta poésie. Est-ce que ça a un rapport avec la transition? Est-ce que pour toi, ça va de pair? Ou, quel était le rôle de ta poésie dans ta transition? Le rôle de la poésie, ça a été vraiment d'essayer, en fait, d'apprendre à m'aimer à travers les mots, à travers mon expérience de personne trans, mais aussi dans l'acceptation de mon unicité, si je peux dire, par rapport au fait que j'envisage pas nécessairement l'opération pour l'instant, mais ça peut tout le temps changer, on ne sait pas. Mais au moins d'être bien avec le fait que je la veux pas, tu sais, pour l'instant. Puis les mots m'accompagnent dans mon cheminement humain, ils sont thérapeutiques, c'est une expérience cathartique pour moi. C'est comme, ça me permet aussi de faire, d'essayer aussi de ne pas sombrer dans le pessimisme ou dans une dépression qui pourrait être assez insistante, je pourrais dire. Dans le fond, c'est vraiment pour m'aider que j'écris, pour m'aider à cheminer à travers ça.
Tu as un roman en préparation. Est-ce qu'il y a pour toi une différence d'approche entre la poésie et le roman? Ou, Oui. Tu veux que je parle de mes approches oui, en fait. d'écriture? Oui, comment tu abordes le roman par rapport à la poésie? OK. En fait, oui, c'est ça, le roman, je l'ai fait sous une forme d'autofiction parce que, justement, j'écris beaucoup. En fait, depuis 5-6 ans, j'écris des journaux et de tout ce qui se passe dans ma vie, mes pensées, mes réflexions. Puis, ça m'aide à faire la synthèse de où je suis rendue aussi dans ma vie. Mais il y a aussi, pour moi, c'est comme une synthèse de poésie et d'écriture journalistique. C'est comme d'essayer de faire un mix entre les deux pour arriver à une fiction. Ouais. Et ça me permet de me réapproprier ma propre histoire aussi. Et je trouve que c'est très, très salvateur pour moi d'avoir fait ce projet-là où est-ce que je parle vraiment de choses très, très intimes. Je dirais même plus intimes que mes recueils de poésie. Et là, on aborde vraiment d'une façon frontale des dynamiques où est-ce que je vais aborder des questions, par exemple, d'agression, des questions aussi de problèmes, de difficultés psychologiques rencontrées. Donc, c'est vraiment, le roman est là comme pour être entre les journaux et la poésie. Puis, à quelque part, dans l'autofiction, je trouve une vérité différente et nouvelle que je pourrais pas avoir dans la poésie ou dans les journaux. C'est comme une synthèse des deux. OK. Donc, en fait, tu parles de ta vie, mais tu inventes un peu ou tu transposes. Oui, c'est ça. Je transitionne vers des possibles, si je peux dire, des possibilités de vie où est-ce que il y a dans cette écriture-là une tentative de guérison sur des traumatismes passés. Et dans le fond, moi, c'est ça qui m'importait. C'était aussi que ce cheminement-là, je le partage avec les autres par rapport à que, dans le fond, le roman s'adresse à les personnes trans comme des personnes cisgenres parce que, dans le fond, c'est la question principale, c'est de trouver sa place dans sa propre vie, dans la société. Puis d'être bien aussi, parce qu'on a tous ce bien commun-là. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu penses de la représentation trans dans la fiction, le cinéma, la télé? Faut-tu qu'il y en ait assez, que c'est bien fait? C'est sûr que de plus en plus, on voit les personnes sont plus, mettons les personnes créatrices de films, de séries télé sont plus au courant maintenant que c'est important de faire jouer des personnes trans, des personnages trans par des personnes trans. Et dans le fond, par exemple, moi je regarde quand j'ai commencé ma transition, il n'y avait pas beaucoup d'exemples, sinon pas, de personnes trans médiatisées. Au cinéma, où souvent c'était représenté comme des marginaux qui avaient la vie dure, et ça représentait une facette d'une réalité, mais ça ne représentait pas tout le spectre possible, et c'était pas nécessairement encourageant pour une petite fille qui regarde ça ou une jeune adulte qui veut faire sa transition. Donc là, on voit de plus en plus des représentations positives aussi. Et ça me donne vraiment espoir sur la suite des choses parce qu'on se rend compte finalement que c'est des expériences. On vit toutes un peu les mêmes genres d'expériences, mais différemment. Puis, moi, je trouve que, dans le fond, la représentation devrait être encore plus présente et authentique par rapport au fait de caster, excuse-moi l'anglicisme, de caster des personnes concernées par leur propre situation. Oui, OK. Donc, c'est important quand même que les personnages trans soient joués par des acteurs, actrices trans, plutôt que cisgenres.
Ben, il y a aussi le fait que ça peut apporter une mauvaise représentation dans l'inconscient collectif, par exemple, où est-ce qu'on voit des caricatures beaucoup. Ça peut continuer de perpétrer comme des préjugés, puis certaines formes de violence aussi. Oui, effectivement. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture, de spectacle, de tournage qui s'en viennent? Qui s'en viennent? Oui. Ben, en fait, j'avais des projets de court-métrage qui ont été repoussés À cause de la COVID. en raison de la COVID. Ouais. Et, mais c'est des projets justement qui vont faire du bien aussi pour la représentation trans dans le paysage cinématographique québécois. Et c'est des projets que je ne sais pas quand, mais ça s'en vient, ça existe. Et il y a le projet troisième recueil de poésie qui s'en vient, que je suis tranquillement là-dessus. Ah oui. Puis il y a la revue l'Estuaire, pour laquelle j'ai participé, le numéro 180, qui est Images en mouvement. Et c'était justement sous une approche en lien avec le Festival du Nouveau Cinéma et l'approche politique. Donc, ça va s'appeler Images en mouvement. Okay. Et là-dedans, j'ai une suite de textes inédits qui parlent justement de le rapport à l'image, le rapport à soi. Génial. J'ai tellement hâte de lire tout ça. Écoute, je ne suis vraiment pas habitué à travailler à la télévision. On me dit qu'on n'a plus le temps. Mais ça a été tellement génial de parler avec toi. Mais ça me fait du bien, pour vrai, de juste voir un peu le paysage. Là, tout ce que je vois, c'est la rue. Vous êtes où, en fait? Vous êtes où? On est au cocktail, sur Saint-Pierre. Ah, ben c'est ça. C'est ça, je reconnaissais. Puis là, j'étais comme, ça fait du bien un peu de voir ça. Oui. D'être avec vous. Ben, au plaisir de te revoir en vrai, en chair et en os, j'espère bien. Oui. Alors, ben écoute, je te souhaite une belle fin d'été. Puis profite-en, profite du soleil. Ben, merci beaucoup et vous aussi. Je t'embrasse. Continuez votre beau travail. Bye bye. La pause, là, ça te donne une pause. Je suis prêt, oui. OK, fait qu'on va y aller dans 5, 4, 3, 2. Alors, ma prochaine invitée, je dis bien Mahon, parce que c'est une personne non-binaire, je suis absolument ravie de l'accueillir. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quand je vous disais que je suis vraiment en famille, je me sens choyée aujourd'hui. Alors, mon invité a publié un recueil au Lézard amoureux qui s'intitule Particules mélancoliques. Je ne sais pas comment vous décrire ce chef-d'œuvre, parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre à mon sens. Ça tient à la fois de l'art visuel et de la poésie. Alors, on m'a souvent demandé d'en lire des extraits. Ça ne peut pas vraiment se lire, il faut le voir. Il faut le voir pour le croire. Moi, chaque fois que je me replonge dans ce recueil-là, je suis complètement émerveillé. Alors, sans plus tarder, ça me fait un grand plaisir de vous présenter Si Poirier. Nous sommes des personnes. Nous existons dans les marges des déclinaisons, ni hommes ni femmes, toujours dangereuses. Cultivons notre patience, accouchons d'une douceur radicale. Nos genres se multiplient dans l'espace. Nous honorons ceux qui nous précèdent. La chaleur qui s'échappe, une pièce fermée depuis notre disparition. La répétition nous entraîne au-delà des murmures, contempler ce qui éclate l'existence. Nous soutenons la mémoire des fleurs. Pour décrire nos réalités non-binaires, il manque l'étincelle. Nos anxiétés dépassent la mesure de nos os. Nous percevons l'intérêt des jeux. Le maquillage redresse nos postures. Terroristes, nous refusons la démocratie. Comme des princes sexes avec des bombes, nous respirons la gueule oblique. Nous, les grandes herbes, n'attendons aucune transition pour jouir. Nos organes sont des musées.
De l'autre côté du mur, il y a des yeux qui nous choisissent. Le placard en tant qu'éternel recommencement. Fatigués d'expliquer l'humilité, nous noyons le sang frais. Nos copains révolutionnaires bouchent nos doutes avec des paillettes. Nos expressions s'assemblent, arrêt sur image, accumulation de matériaux bruts. Nous poursuivons nos recherches, foile lisse allumée par stupeur. Nous récoltons l'erreur institutionnelle, dessinons des utopies préventives. Nos droits tanguent aux portes de l'environnement. Nous sommes les infrastructures dépossédées, les robots sexuels de l'économie de partage. Le queer, le sale, l'innommable, ce qui fait défaut. Nous éprouvons la haine des patères, la conjugaison du vide. Nous savons que le début se rapproche. Nos identités colonisées depuis des siècles, nous avons des manuels de bonne conduite à rédiger. Le langage pris par la taille, nous secouons pour qu'apparaissent certains mots, nos pattes de mouche collées aux artères. Écœurés de performer la perfection, les souvenirs enregistrés nous horripilent. Nous surveillons le prochain tremblement, cochons oui au sacrifice des élites. C'est un privilège de disséquer les abus à la racine. Nous enterrons ceux qui succombent, laissons leurs mains flotter. Chaque visage sensible imprime sa terminaison nerveuse. Nous sommes responsables de la dernière colère. Et une autre petite section qui s'intitule L'événement. Nous apprenons la douleur des opérations, figeons l'instant cannibale. La violence flatte nos pratiques, force les céréales au fond du lait. Une sorcière ramasse la poussière des comètes. Oui, le système l'emporte. Nos agresseurs engendrent des victimes incendiaires. La table mise, nous invitons les fourmis rouges. Déplions sur nos cuisses le régime alimentaire canadien. La résilience en rappelle, nos pilules avalées par l'eau du bain. L'étiolement porte plainte aux criminels contre une mer de plastique sauvage. Nous gardons les preuves sous nos ongles, la malédiction de l'instantané. La guérison est un muscle involontaire. N'espérons plus qu'une fin du monde spectaculaire, les poils dressés comme des hélicoptères de combat. Voici des paysages à détourner de l'horizon. Nous volons des médicaments, nous prenons en voie d'extinction. Faut-il hiberner? Maintenons l'état magique. Les effets secondaires cessent d'expirer. Nous soustrayons nos ennemis de la chambre à coucher. Nos enlèvements circonstanciels, l'inaction généralisée, nous habitons les points médians, territoires non cédés de nos tentatives. Notre peine au maximum de l'étirement des jambes, nous envions les animaux exotiques à la télévision, méditons sur le sens de la route. Nous n'aimons pas les gens qui nous mangent. Il nous arrive de pleurer quand nos sexes ne coulent plus, nos amours en salle d'exposition. La honte caresse nos témoignages. Nous provoquons l'alternative millénaire. Nous arrachons l'insulte à l'intention, renversons des chars en bégayant. L'abstinence s'enracine. Nous manifestons nos croyances, chérissons l'affection des insectes comestibles. Le patriarcat en nomination pour le premier prix, nous dormons les couteaux ouverts, pendant la douche, frottons fort l'infection. Il y a des choses graves à dire tout bas dans la buée matinale. Le désir connaît notre absence de frontières, le déclic de l'automutilation. Comment respecter nos voix quand le soleil aveugle, la vie défait nos boîtes laissées dans l'entrée, nos plantes crient à l'aide. Disparus, suicidés, tués, tous se rassembler dans une dimension parallèle. Notre vengeance sera poétiquement terrible. Ne ferons pas de survivantes. C'est une promesse. Magnifique, merci beaucoup aussi.
ces poèmes-là sont quand même très différents de Particules mélancoliques, qui portaient bien son nom d'ailleurs, parce que c'est des miniatures et qui sont vraiment empreintes de mélancolie, où on sent une prise de conscience. Là, je sens une poésie beaucoup plus combattante, beaucoup plus dans l'action. Est-ce que c'est un projet recueil qui s'en vient, ce que tu viens de nous dire? Oui, mais en fait, c'est ça, je l'espère, peut-être un deuxième livre, qui était aussi en fait mon mémoire de maîtrise en création littéraire à l'UQAM. Ça fait 3 ans que je travaille là-dessus. Puis c'est comme un programme assez particulier que dans le fond, le mémoire est une partie création, que dans le fond, ça serait ce recueil-là, et aussi un essai qui serait sur des enjeux trans là aussi. Fait que, là, je suis sur le bord de déposer. C'est fascinant de voir l'évolution, en tout cas, d'un recueil à l'autre. Tu dis que tu es sur le point de déposer, donc tu es en études en lettres françaises? Oui, ben c'est en études littéraires à l'UQAM. Puis je suis aussi en concentration féministe. Fait que là, j'ai comme pris un peu les enjeux trans aussi de ce point de vue-là. J'ai apporté mon résumé aussi de recueil, là, si je peux peut-être le lire. J'ai de la misère à le résumer de manière improvisée, mais je peux juste le lire. Oui, ben absolument. Oui, ça m'intéresse. Dans le fond, le résumé, c'est je suis une personne trans non-binaire neutroise. Ni homme ni femme, mon identité de genre se caractérise par un sentiment de neutralité proche du féminin. Depuis mon coming out, je suis plus sensible aux actes de violence et aux discours haineux qui visent ma communauté d'appartenance. Régulièrement, je dois justifier mon existence auprès d'institutions et je subis différentes formes de discrimination. Foile est un texte de création initié par ce constat. Les personnes trans et non-binaires forment un groupe social particulièrement marginalisé et victimes de transphobie systémique, et ce, même au Québec en 2020. La partie création du mémoire donne voix à ces personnes qui cherchent à s'émanciper grâce à l'emploi d'une écriture non-binaire et poétique vers la possibilité même d'une vie vivable. Ces voix reprennent les discours haineux et transphobes des médias québécois pour les renverser, les ridiculiser et les détruire. Ensemble, elles forment un nous collectif qui incarne les réalités nouvelles et subversives pour la société patriarcale et binaire. Les textes de cette partie sont des fragments poétiques qui traduisent le sentiment de dépossession des personnes trans et qui témoignent d'une mémoire trans collective à reconstruire. Est-ce que tu as l'impression, j'ai souvent l'impression que c'est plus difficile de faire comprendre aux gens la non-binarité plutôt qu'un homme trans ou une femme trans, ça va parce qu'on reste dans la binarité finalement, on reste dans le binôme homme-femme. Est-ce que tu sens que c'est beaucoup plus difficile pour toi de... Non, mais je dirais pas jusqu'à dire que c'est plus difficile parce que chaque personne a des réalités vraiment différentes. Puis, je pense que les femmes trans subissent particulièrement de violences dans la société dans laquelle on vit. Puis on dirait que plus on tend vers un genre qui est féminin, entre guillemets, plus c'est comme si on est susceptible d'avoir de l'intimidation, de la violence dans la rue et tout ça. Fait que, mais par rapport aux enjeux qui sont peut-être spécifiques à la non-binarité, c'est vrai que c'est encore un sujet qui est assez relativement nouveau dans la manière que c'est pas beaucoup discuté dans les médias, puis souvent ça s'est fait plus par des justement j'en parle ça dans mon mémoire, des chroniqueurs, chroniqueuses très très transphobes. Ouais, donc c'est encore tout un défi de donner la voix aux personnes non binaires en fait là, pour parler de leurs propres enjeux. Puis, la non-binarité aussi, c'est très, très vaste et complexe, dans le sens que, moi, je suis une personne non-binaire, mais par rapport à d'autres personnes non-binaires, je peux avoir une expérience totalement différente. La non-binarité, c'est vraiment un spectre. Oui. Pour certaines personnes, ça peut être de se situer quelque part entre le masculin et le féminin. Des fois, ça peut être un mélange des deux. Des fois, ça peut être en dehors de tout ça. Par exemple, aussi les personnes autochtones bispirituelles, c'est plus une conception d'avoir comme deux âmes, deux esprits, un esprit plus masculin, un esprit plus féminin. Fait que, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'identités depuis vraiment longtemps dans le fond. C'était pas tout le temps les mêmes mots qu'on a aujourd'hui, mais on se rend compte assez rapidement quand on étudie un peu l'histoire que depuis presque toujours, il y a des civilisations qui avaient différents mots,
pour décrire soit des femmes trans, hommes trans, des personnes trans non-binaires. Moi, finalement, c'est beaucoup dans notre civilisation à nous qu'on a écrasé ces identités-là. Moi, j'y vois aussi une forme de misogynie. Si tu es censé être un homme, te féminiser, c'est comme te diminuer. Ou exprimer une féminité chez toi, c'est mal vu. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui ont parlé de ça, mais des témoignages aussi, je pense, dans nos communautés, tu sais, que les femmes trans qui ont, mettons, fait leur transition un peu plus tard, se rendent compte de comment le regard change sur les personnes, sur soi, se sentir moins écouté, moins valorisé, subir du catcalling, des trucs comme ça, tu sais, fait que... Puis inversement aussi, il y a des hommes trans qui peuvent sentir après leur transition que soudainement ils ont comme plus d'autorité quand ils prennent la parole, des trucs comme ça. Mais bon, c'est sûr que ça vient aussi avec son lot de discrimination parce que c'est moindrement qu'une personne ne passe pas entre guillemets dans le genre de la personne. C'est comme si le fait de découvrir que la personne est trans peut susciter beaucoup de violence. Puis pour la non-binarité aussi, c'est complexe parce que comme peu de personnes connaissent vraiment ces enjeux-là, c'est comme si les personnes non-binaires sont toujours quasiment mégenrées, sont toujours interprétées selon le mauvais genre parce que en tout cas, moi, ça m'arrive jamais dans la rue que quelqu'un que je connais pas se met à me genrer comme il faut. Oui, ça. Déjà, juste d'imposer les pronoms neutres, c'est pas facile. As-tu l'impression qu'on progresse ou qu'on régresse? Grosse question. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Mon Dieu, je sais pas. Par certains côtés, je pense qu'il y a quand même du progrès. Ne serait-ce que légalement, il y a des choses qui ont changé. Il y a encore du chemin à faire, par contre. Mais il y a des résistants. On dirait que plus les lois progressent, plus il y a des gens qui résistent, qui sont réactionnaires par rapport à ça. Qui acceptent mal. Oui, ben, je pense que je suis d'accord avec toi. C'est comme si les avancées se font tout le temps un peu en vague. Puis on dirait qu'à chaque fois qu'il y a des acquis pour les personnes trans, il va toujours avoir un espèce de backlash au niveau de ressac. Puis c'est un peu dommage aussi avec on dirait qu'à chaque fois qu'il y a une crise comme là, la COVID, il y a tout le temps des politiciens, politiciennes qui vont essayer un peu de profiter de l'état d'instabilité pour faire passer des lois. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu beaucoup là, de discussions pour enlever mais je pense que ça commence à jamais être fait, enlever les droits aux personnes trans. C'est un peu comme sous la couverte parce qu'on est distraite par la COVID, là, mais il faut toujours rester très, très vigilante. Il n'y a rien d'acquis, même pour les femmes, d'ailleurs, non plus. Il y a aussi des gens qui attaquent le droit d'avortement. Qu'est-ce que... Bon, toi, j'ai l'impression que finalement, ta non-binarité, ta transidentité est au cœur de ton œuvre. Est-ce que pour toi, c'est important? Est-ce que tu y vois l'écriture comme quelque chose de militant? Oui, puis non. Je pense que ça dépend vraiment de chaque projet. Puis, c'est sûr que ce projet-là en particulier, je suis vraiment rentré dedans à 100 000 à l'heure dans les enjeux trans et non-binaires, parce que c'était dans mes recherches et tout ça. Mais je pense que c'est complètement valide aussi. Je pense que ça prend les deux. Ça prend aussi des projets que c'est pas nécessairement marqué, genre je suis trans, je vais vous parler de trucs trans. Je trouve ça le fun des fois de voir des séries télé par exemple où il y a des personnes trans, puis c'est comme jamais mentionné, puis ça passe comme dans le beurre, puis c'est pas un enjeu comme la série, genre la personne est trans. Puis de l'autre côté, je dirais que je trouve ça intéressant aussi d'y aller parfois de manière frontale, dans le sens de. Spécifiquement, peut-être pour la non-binarité, c'est tellement mal compris, puis c'est tellement. Il n'y a pas de livre vraiment qui parle de ça. Ça commence à peine des témoignages. Je trouve ça intéressant que c'est comme une première étape, dans le fond, de visibilité, de montrer d'autres réalités qui sont peu connues. Ben, c'est à nous de les écrire, ces livres-là. Écoute, on me signale encore qu'on n'a plus de temps. Je suis vraiment désolé parce que j'aurais continué à parler avec toi pendant des heures. Alors, je te remercie infiniment pour ta présence. Merci à toi. Ça a été un grand plaisir. Et puis, j'ai bien besoin de te plaisir. OK. Il n'y a pas eu de transition ici, c'est rien passé. C'est juste un jeu de magie technologique parce qu'on voulait entendre Pascal
présenter de ses textes et aussi la découvrir, parce que même si plusieurs la connaissent, ce n'est pas connu de tout le monde aussi, alors c'est un bon moment pour le faire. Alors, j'aimerais vous présenter, moi, c'est une amie, une grande amie, c'est mon âme sœur, souvent sur scène, on a fait de la comédie ensemble, on travaille ensemble sur Fierté littéraire depuis maintenant 3 ans. Alors, j'aimerais sans plus tarder vous présenter l'autrice Pascale Cormier. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est extrait de mon tout nouveau livre. Il est entre les mains de l'éditeur, je viens de l'envoyer. Alors, d'habitude, je travaille longtemps sur mes livres. Cette fois-ci, je n'ai pas fait ça du tout. C'est un recueil de chroniques de confinement. Donc, ce sont des textes tout récents. J'en ai fait un genre de journal. Et je me suis aperçu qu'il y avait vraiment une évolution d'abord dans l'autopsychanalyse que je me faisais à travers ça, et dans ma vision des choses, ma vision de la pandémie et de la vie en général. Alors, ce texte-ci, c'est l'entrée du samedi 21 mars 2020, donc c'était au début de la pandémie, et il s'intitule « L'horizon ». Enfant, j'aimais contempler la mer. Nous vivions à Matane, à l'embouchure du Golfe, là où le fleuve devient vaste comme une mer intérieure avant de se jeter dans l'océan. Mon regard se perdait à la lisière du ciel et de l'eau, et 1000 mondes étranges et merveilleux naissaient dans mon imagination. Il me semblait que tout était possible là-bas, dans le lointain, au-delà du regard. J'ai eu la chance de découvrir quelques-uns de ces mondes quand ma famille est partie vivre au Cameroun pendant 5 ans, au début des années 70. J'y ai connu une existence sans télévision, sans téléphone, sans autre moyen de communiquer que de se rendre spontanément visible. C'était longtemps avant les ordinateurs personnels et l'Internet. Un pays où les gens étaient pauvres, mais débrouillards et solidaires, et surtout profondément humains. Bien sûr, l'horizon Yaoundé n'avait rien de comparable avec ce que j'avais connu à Matane. C'était alors une ville de taille modeste, répartie sur plusieurs collines très boisées. Les forêts, c'est bien connu, ont peur de l'horizon. Mais nous allions souvent à Kribi sur l'Atlantique, et en voyant cette étendue d'eau infinie qui se perdait aux confins du ciel, je songeais que chez nous, c'était là-bas, au loin, plus loin que je ne pouvais voir. J'en avais des vertiges. J'avais traversé le miroir. L'été, nous parcourions l'Europe, visitant la France, la Suisse, l'Italie. En Suisse, l'horizon était différent et vertigineux. C'était avec les crêtes des montagnes que le ciel esquissait les contours des possibles, tel un lointain assuré et splendide. Un horizon si proche qu'on pouvait presque le toucher. La Côte d'Azur en avait aussi fait une forte impression. Existe-t-il sur Terre une mer d'un bleu plus intense et profond que la Méditerranée? Au bout de cette mer, je savais qu'il y avait l'Afrique du Nord, les 1001 nuits, tout le mystère de l'Orient. Quand nous sommes rentrés au pays, nous nous sommes installés à Montréal. Je n'avais jamais vécu dans une aussi grande ville. Des enfilades de rues à perte de vue, et partout des murs, des murs, des murs. Bien sûr, il y avait des rues si longues que le regard s'y perdait. Mais ce n'était pas la même chose. En ville, l'horizon n'existe que sous forme de lignes de fuite. C'est un horizon encadré, réduit à une fenêtre étroite. On y entrevoit l'infini qu'à travers la fente d'une meurtrière, les barreaux d'une prison. Pour avoir un peu d'horizon en ville, il faut grimper, en haut d'une tour, ou mieux encore sur la montagne. Là, le regard peut encore se perdre dans le lointain. Mais la nocelle chimique ne se produit pas entre le ciel pollué et la forêt de verre, d'acier, de briques et de béton. Les villes non plus n'aiment pas l'horizon. Elles ne sont pas faites pour nourrir nos rêves, mais pour stimuler et contenir notre frénésie. Toute ma vie, il m'a semblé que mon horizon ne cessait de rétrécir, comme le temps qui reste. À l'âge adulte, j'ai surtout connu la précarité. De la jolie maison de mes parents, où on avait la place de respirer à l'aise, et l'on pouvait se prélasser dans la cour, je suis passé à des appartements kiki,
avec vue sur la rivière en arrière et sur d'autres immeubles en place. Un horizon de 3 pièces et demie, plus une largeur de rue. En ville, on n'échappe pas à ces conditions de cobaye dans un labyrinthe. Tout vous rappelle les limitations de votre espace vital. Aux riches, la montagne, les vastes demeures et les cours ombragés. Aux pauvres, les murs de briques, l'asphalte, les îlots de chaleur et l'étroite passerelle du trottoir. J'ai appris à trouver mon horizon ailleurs, dans le regard d'un être aimé, dans les grands yeux émerveillés de ma fille chérie, où je voyais renaître les mondes imaginaires de mon enfance. Aujourd'hui, cet ultime horizon m'est aussi refusé. Il n'y a plus de regard aimé autour de moi. Ne reste que les murs étroits de mon minuscule 3,5, où les livres et les disques s'entassent jusqu'au plafond. Ils sont tout ce que j'ai d'horizon en présent. La seule évasion dans les mondes imaginaires me soit encore permise. Je ne sais même pas si je reverrai un jour mes parents, ma fille adorée, tous les gens que j'aime. Je ne sais pas comment je vais pouvoir survivre à ce qui nous arrive. Je n'ai plus de repères, et plus rien n'a de sens. Pour l'instant, j'ai encore un toit sur la tête, un peu de nourriture d'avance, de quoi tenir quelques semaines. C'est déjà un immense privilège par les temps qui courent. Je songe à tous les êtres dont l'horizon est encore plus fermé que le mien, les plus pauvres d'entre les pauvres, les SDF dont notre monde est pitoyable, se soucie de manger, à qui l'on jette parfois quelques pièces comme on jette des miettes de pain aux pigeons. Et je songe que demain, peut-être, j'irai les rejoindre dans leur misère ultime, dans leur enfermement, dans le tombeau sordide où notre société les emmure vivants, vivantes. Je deviendrai moi aussi un de ces non-êtres dont parlait Orwell en 1984, un rebut de la société. Je me prends à imaginer que les yeux de mes semblables vont se dessiller pendant cette pandémie. Qu'en vivant cette illustration à leur tour, ils vont enfin comprendre que chaque être a droit à sa part d'horizon, à son coin de ciel bleu, et qu'ils vont commencer à bâtir un monde non plus contre les humains, mais pour eux. Et si je ne le vois pas avant ma mort, je l'aurai au moins rêvé. Parce que rêver, c'est tout ce qu'il reste. Pascal Cormier. Bon, alors j'ai oublié de faire quelque chose tantôt. Alors, Pascal animait jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, maintenant, je ne me suis même pas présenté. Je suis Denis Martin-Chabot. Je suis le producteur et directeur général de Fierté littéraire. Je suis auteur aussi, comme Pascal. Pascal, c'est un merveilleux texte. Merci. C'est intéressant d'entendre maintenant. C'est un texte qui a été écrit au début de la pandémie. Mm-hmm. Est-ce que tu réécrirais le même texte aujourd'hui? Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Pourquoi? Parce que, dans le fond, les réflexions que je me suis faites au début de la pandémie, je me les fais encore. Je dirais. Pour moi, cette crise, comme toute crise, est un grand révélateur de l'état de notre société, des inégalités sociales qui deviennent plus criantes dans une situation comme ça. Alors, cette pandémie a donc fait ressortir en toi l'autrice revendicatrice. Ah mon Dieu, ça a fait ressortir bien des choses. Oui, l'autrice revendicatrice, bien sûr. J'ai publié, en fait, pratiquement un billet par jour sur Facebook pendant plusieurs mois. Donc, j'ai envoyé un recueil de 375 pages à l'éditeur. Peut-être qu'il en publiera 175, mais en tout cas, de toute façon, j'ai pas fait de tri. Et ça a été l'occasion, d'abord, d'un isolement donc forcé qui a amené à une introspection. Donc oui, mon regard critique sur la société s'est beaucoup aiguisé, mais le regard que je porte sur moi-même aussi. Je vais arriver à ça, mais je vais quand même aussi t'amener à parler, si tu es à l'aise d'en parler, c'est quand même arrivé au moment où toi, tu entreprenais une autre étape dans ton... Est-ce qu'on pourrait dire dans ta métamorphose? Oui, on peut dire ça, absolument. Oui, mais j'ai commencé les hormones en février.
Ça faisait des années que j'attendais ça. Mon état de santé ne l'avait pas encore permis. Alors, c'est sûr que pour moi, c'est une libération. Parce que bon, j'ai 58 ans. J'ai plus beaucoup de temps devant moi. Et j'ai attendu toute ma vie d'avoir un corps dans lequel je puisse me sentir à l'aise. Un corps qui ne soit pas mon ennemi, qui ne soit pas ma prison. Et enfin, j'ai amorcé cette transformation physique qui va m'amener où je veux aller, en fait. Et donc, je sais que je vais finir mes jours dans un corps qui me ressemble. C'est pour moi. Et moi, ce que je lisais dans tes écrits sur Facebook, que j'ai quand même suivi assez fidèlement, ce que je voyais, dis-moi si j'ai tort, enfin, je peux entreprendre cette métamorphose formidable que j'attends depuis longtemps, puis en même temps, tu l'as fait caché dans un coin, dans un 3,5, et on se posait la question, va-t-on un jour sortir de notre confinement? Est-ce que ça a joué sur ton moral, ça? Ben, c'est vrai, c'est assez paradoxal, mais il y a beaucoup de choses quand je veux sur mon moral. D'abord, les hormones ont un effet sur les émotions. Ça, toutes les femmes le savent, bien entendu. Donc, déjà, d'avoir un apport d'estrogène, mon organisme s'habitue, a dû s'ajuster à ça. J'ai vécu des hauts et des bas émotifs assez intenses, surtout dans les premières semaines. Est-ce que ça a joué sur mon moral? Oui et non, je dirais, parce que, en quelque sorte, j'ai toujours été pas mal isolé. Et cette métamorphose, je l'ai vue d'abord pour moi. Je l'ai vue d'abord à l'intérieur de moi. C'est très, très intérieur comme démarche. Et j'ai comme l'impression que je suis en train de me préparer à vivre peut-être une vie un peu plus ouverte, un peu plus ouvragée. Parce que j'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup dans l'isolement. Donc, cet isolement-là n'était qu'une extension de l'isolement que tu as connu. Absolument. Donc, cette personne à l'intérieur de toi ne se sentait pas à l'aise dans l'enveloppe physique dans laquelle tu te... Ah oui, mais les choses arrivent au bon moment dans la vie, je crois, parce que, au fait, j'en pouvais plus. J'étais au bout du rouleau. J'en pouvais plus de vivre dans un corps qui me ressemblait si peu, que je détestais profondément. Je n'aimais pas mon odeur de l'année. Et je me disais, je ne peux pas finir mes jours comme ça, c'est pas possible. J'en étais à espérer que la mort allait venir vite, s'il n'y avait pas d'autre solution. Et puis, bang, je rencontre mon médecin en février, et puis enfin, il me prescrit des hormones. Et bon, et tout de suite, on a eu ce confinement. Mais dans le fond, je l'ai pas mal pris. C'est pas le plus, tu l'as écrit. Oui, j'ai écrit. Ça, j'ai beaucoup écrit pendant cette période. J'aimerais qu'on parle beaucoup de qui tu es, de ton identité et en quoi elle se reflète. En fait, non, on va retourner la question. Je me demande en quoi ton écriture est influencée, en quoi ton écriture devient un catharsis finalement pour cette métamorphose dans laquelle tu te trouves présentement. Ah, ben c'est sûr que c'est allé de pair pour moi. Pendant longtemps, je me suis cherché à travers l'écriture. Et j'avais tendance à posticher les auteurs que j'admirais, parce que je cherchais ma voix et je ne la trouvais pas. Quand on a une histoire de genre qui n'est pas assumée, je ne savais pas qui j'étais. Donc, je me cherchais et j'avais décidé d'être poète. Mais poète, ce n'est pas une identité, c'est une activité. Alors, évidemment, je ne pouvais pas substituer la poésie à ma véritable identité. Donc, d'abord, il fallait que je la trouve, et ensuite, j'ai trouvé ma voix comme poète. Donc, c'est allé de pair, en fait, cette évolution. Quand j'ai commencé à m'assumer comme femme, j'ai commencé aussi à m'assumer comme poète et à trouver une façon de m'exprimer qui me ressemblait vraiment, qui était comme moi. Et la poésie, ta poésie parle beaucoup de ce que tu ressens comme femme. Est-ce que cette poésie, elle peut être lue par tout le monde? On a toujours cette idée de ce cloisonnement. Ouais. Moi, comme homme gay, quand j'écris des romans, on me laisse des romans pour les gays, je veux dire, ben non, pas nécessairement. Ben non. Comment tu te sens vis-à-vis de ça? Est-ce que tu sens qu'on te cloisonne, qu'on te met
dans une petite case. Ça, c'est Pascal, c'est l'autrice trans, c'est pour les trans. Bien, bizarrement, justement, en publiant toutes ces chroniques sur les réseaux sociaux, je me suis aperçu d'une chose qui m'a profondément étonné, c'est que plus j'étais personnel et plus je suscitais de réactions. J'avais des gens qui me faisaient des confidences, même très touchantes parfois, parce que je parlais de moi sans pudeur, d'une façon très sans détour, finalement. Alors que quand j'essayais d'être un peu plus distancié, ben, j'avais moins de réactions. Donc, oui, je pense que l'expérience trans peut toucher n'importe qui, parce que fondamentalement, on est des êtres humains avant tout. Une peine d'amour pour une trans, c'est pas différent d'une peine d'amour pour une personne hétéro ou cisgenre. Ça fait aussi mal. Ça fait aussi non mal. Plus, parfois. Oui. Ben, parfois, oui, parce qu'on se sent tellement rejeté. Parce que le rejet n'est pas seulement le rejet moi en tant que femme, c'est moi en tant que femme qui est aussi trans, on rejette qui je suis. Ben, dans mon cas, en tout cas, c'est sûr que je ne suis pas une jeune trans. Moi, j'ai grandi à une époque où ça n'existait pas. En tout cas, moi, je n'en entendais pas parler, je n'avais pas de modèle. Je ne savais même pas que je pouvais être ça. Donc, j'ai dû d'abord combattre ma propre transphobie intériorisée pour arriver d'abord à sortir du placard, à m'assumer, à comprendre ma tête. Donc, dans ce sens-là, oui, c'était... Il t'a fait une grande sortie du placard. Je le souligne parce que c'est important. Toi et moi, nous avons fait de la scène ensemble. Oui. Et nous avons fait de la comédie où je t'ai envoyé les plus grosses vacheries qu'on peut envoyer à une personne sur scène. Et tu m'as envoyé les plus grosses vacheries, c'est ça que j'étais une vieille tapette. Absolument, mais qu'est-ce que ça t'a fait du bien, ça? Moi, je veux dire que moi, ça m'a fait du bien, en tout cas. Ben oui, mais beaucoup. Mais c'est parce qu'on est amis. C'est parce que je t'aime beaucoup que je pourrais t'envoyer des vacheries comme ça. J'aurais jamais dit des choses pareilles à quelqu'un que je n'aimais pas. mais moi, je ne sais pas pour toi, moi, j'ai l'impression que ce qu'on faisait, on accomplissait quelque chose d'important. On disait aux gens que, un petit peu là, des fois, on est très sérieux, mais on est capable de rire de qui on est, puis de rire de notre propre identité. Mais moi, je ne le fais pas. Toi, tu ne peux pas le faire, par contre. Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. On est capable d'humour, on est capable de rire de nous-mêmes. Mais quand tu sers de bouc émissaire, quand c'est toujours toi le déron de la face, à un moment donné, c'est plus drôle. Tu sais, une tarte à la crème, c'est bien drôle, mais pas pour celui qui la reçoit. Quand c'est toujours toi qui la reçoit, à un moment donné, tu t'écartes, tu trouves plus ça drôle, tu n'as qu'un de rire. Alors que nous, c'était pas ça. Ah oui, on va en mettre des bouts sur Facebook à un moment donné. Il y en avait des bouts, j'ai tout ça sur vidéo que je n'ai pas fait. Pascal, c'est incroyable, hein, comment le temps passe vite. On s'était dit 8 minutes. J'ai dépassé. Déjà? Ben oui, mais c'est moi le producteur, je peux dépasser si je veux. Mais ça, on ne se voit pas beaucoup à cause de la pandémie, non. Justement. Non, on passe le temps au téléphone, toi et moi. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais quand même à nouveau vous présenter Pascal Cormier qui anime Transpoésie. Alors qu'on va pouvoir refaire des événements. Merci beaucoup, Pascal. C'est la première fois que je prends la désannonce puis terminer la présentation aujourd'hui. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à cet événement. C'était une première pour nous en Fierté littéraire. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment appris des choses incroyables. José Claire, José Claire. Il y avait aussi Pascal Bérubé, poétesse, Si Poirier, Gabriel Boulian qu'on a rejoint dans le fin fond de la Gaspésie. Et puis Si Poirier, donc, que j'ai nommé poète, auteur, et puis toi-même, Pascal Cormier. Et puis c'est le dernier événement de Fierté littéraire cette année. Oui, on a fait 5 événements virtuels et je suis très, très heureux du résultat. Je pense qu'on a réussi à faire quand même des choses. C'est pas la maudite pandémie qui va nous empêcher de lire ou d'écrire. Ben, il faut que je te dise bravo et merci, parce que honnêtement, tu sais, je croyais même pas qu'on pourrait faire des événements cette année. Et c'est un vrai miracle. On est tenace. Ouais. Moi, je suis une vraie tâche. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui m'enlève. Même pas un virus pour l'arrêter. Alors, merci beaucoup tout le monde. On se donne rendez-vous en 2021. La force d'une société, c'est les connexions créées au-delà des différences. Se connecter nous fait grandir en tant qu'individus
et nous transforment en tant que collectivité. Ensemble, on est plus solide. C'est ce qu'on fait de mieux. C'est ce qui nous pousse à aller toujours plus loin. Car les connexions, c'est ce qui rend notre monde plus fort. On connecte, on accepte,